Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre rencontre à la cause qui perdure depuis des décennies. Une cause qui est au cœur des priorités de l'Égypte, c'est la cause palestinienne. Et évidemment, à nos jours, la question de Gaza et la bande de Gaza et la Cisjordanie sont à la une. Évidemment, comme vous le savez, un accord de cessez-le-feu a été ratifié sous le parrainage d'Égypte il y a quelques semaines ici en Égypte et cependant le cessez-le-feu n'est pas appliqué comme convenu. En fait, l'Égypte a déployé et avait déployé depuis 1948 des efforts considérables pour soutenir la cause palestinienne et pour restituer les droits des Palestiniens selon les frontières de 67 et ayant Jérusalem-Est comme capitale et évidemment le retour des réfugiés, mais aucune des conditions déjà mentionnées et déjà ratifiées et assurées et garanties par les Nations Unies et les instances internationales n'ont été appliquées. Et dans ce sens, les ministres des Affaires étrangères égyptiens et turcs ont tenu une conférence de presse conjointe au terme de leur entretien à Ankara ayant porté essentiellement sur le développement et l'évolution de la situation. Et aussi le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelati, le ministre égyptien des Affaires étrangères, a confirmé que l'Égypte accueillerait en novembre au Caire une conférence internationale consacrée à la reconstruction de Gaza. Pour donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous au studio Dr Raouf Ghafar, analyste politique. Dr Raouf Ghafar, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, merci. Dr Raouf Ghafar, le cessez-le-feu qui a été convenu il y a quelques semaines ici à Sharm el-Sheikh en Égypte, qui est la mise en exergue du plan de paix de Donald Trump sous la tutelle de l'Égypte, n'a pas été appliqué comme il faut. À votre avis, où en sommes-nous quant à l'application de cet accord? Comme vous l'avez dit, ce n'a pas été appliqué. Nous savons historiquement que Israël n'a jamais respecté les cessez-le-feu dans toute l'histoire. Donc ce n'est pas nouveau qu'on rentre dans des négociations, on signe des accords et puis ce n'est pas respecté, malheureusement. Donc ça fait une fois plus. Mais au moins on peut dire que ce n'est pas si grave. Oui, ce n'est pas respecté, mais au moins ça va, on peut dire. Maintenant, la question, c'est que les citoyens de la bande de Gaza, pauvres citoyens, ils ont le droit maintenant de recevoir les aides humanitaires sur le plan nourriture, sur le plan médicaments, sur le plan santé, etc. d'un côté, et ils ont encore une fois le droit de voir leur bande reconstruite de manière que ça soit vivable. Alors ça, c'est ce qui vraiment nous inquiète ces jours-ci, après tous les efforts qui ont été déployés, comme vous l'avez dit. Je ne parle pas de 70 ans, je parle de dernièrement, il y avait des efforts vraiment très sérieux et très colossaux. Et nous avons abouti à des résultats assez bien. Alors il faut un peu continuer dans cette direction et espérons que ça va, la conférence qui est prévue très prochainement pour la reconstruction de Gaza, nous espérons que ça réussit et qu'on commence une étape de vraiment sérieusement à reconstruire et à donner aux citoyens de Gaza les moindres droits de vivre d'une manière humaine. En fait, l'Égypte avait déployé depuis 1948 des efforts considérables et des sacrifices aussi pour soutenir la cause palestinienne. Quels sont vos souvenirs depuis, même dans les livres d'histoire, ou ce que vous avez vécu comme souvenir concernant les différentes démarches déjà entreprises par l'État égyptien tout au long des différents régimes précédents et jusqu'aujourd'hui? Ça commence 48, nous étions sur le point de
finir la guerre avec une réussite, mais on ne veut pas rentrer dans des détails. On s'est arrêté et on a pensé que nous traitons avec des gens respectables, ce qui n'était pas le cas. Et puis il y avait un dialogue continu avec la guerre de 56 et puis 67 et puis finalement la guerre réussite et le triomphe de 73 dont j'ai eu l'honneur de faire partie. C'était un changement drastique dans la situation. Et on ne veut pas parler de négativité, mais si jamais les pays arabes à l'époque ont entendu ce que le président Sadat voulait, peut-être la situation aujourd'hui aurait changé. Mais comme on dit, avec si, on met Paris dans une vessie. Donc on n'a pas fait ça. La situation est devenue de pire en pire. Le territoire diminue d'un jour à l'autre, malheureusement. Mais en tous les cas, on parle d'un fait accompli. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il faut reconstruire la bande de Gaza. Il faut essayer de donner aux Palestiniens en général, que ce soit en Cisjordanie ou à la bande de Gaza, les moindres droits de vivre dans un logement propre, avec un train de vie humain. Donc ça, c'est la moindre des choses. Et je pense que tous les efforts qui doivent être déployés aujourd'hui, c'est dans cette direction. Une fois que ça s'achève, on peut alors peut-être discuter des traités un peu plus en détail, mais en principe, c'est la moindre des choses à faire. Premièrement, les Palestiniens doivent vivre une vie vraiment décente, et puis après ça, on discute ce qu'on veut discuter. Eh bien, comme nous avons mentionné, l'Égypte déploie des efforts depuis 1948 pour défendre les droits des Palestiniens, pour avoir une position ferme vis-à-vis de cette cause, pour réagir avec beaucoup de force et d'une manière ferme pour restituer leurs droits. Voyons les détails dans ce compte rendu. L'Égypte a déployé des efforts considérables à plusieurs niveaux pour soutenir les Palestiniens et défendre leurs droits légitimes depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui. Ces efforts se sont intensifiés depuis le début de l'agression israélienne contre la bande de Gaza en octobre 2023. Au niveau diplomatique, des rencontres bilatérales directes et des appels téléphoniques ont été effectués au plus haut niveau de la présidence afin de désamorcer la crise et d'empêcher son extension à d'autres régions, menaçant ainsi la sécurité et la stabilité du Moyen-Orient. Par ailleurs, l'Égypte s'est mobilisée pour l'acheminement de l'aide humanitaire aux Palestiniens de Gaza malgré les restrictions imposées par Israël. L'Égypte a néanmoins réussi à faire parvenir l'aide humanitaire, notamment dans le nord de Gaza, en larguant en coopération avec la Jordanie des tentes de vivres et de fournitures médicales par avion afin d'atténuer le blocus et la politique de famine imposée par les forces de l'occupation. L'aéroport de l'Arish a accueilli des cargaisons d'aide humanitaire provenant du monde entier destinées à être acheminées vers Gaza. En plus, l'Égypte a pris en charge des blessés et des malades palestiniens dans ses hôpitaux. Sur le plan politique et juridique, l'Égypte a appelé la communauté internationale à œuvrer en faveur d'une solution politique durable à la question palestinienne en lançant une initiative visant à la création d'un État palestinien conforme au principe de la solution à deux États. L'Égypte a également joué un rôle de premier plan sur le plan juridique
en présentant un plaidoyer devant la Cour internationale de justice. En outre, elle a mené des efforts de médiation pour parvenir à un accord de cessez-le-feu. Cet accord structuré en 3 étapes prévoit l'acheminement d'une aide humanitaire en quantité suffisante et durable, l'échange de prisonniers et d'otages, ainsi que le retour des déplacés vers le nord de Gaza. Il convient de rappeler que le rejet du déplacement des Palestiniens en dehors de leurs terres est l'un des principes fondamentaux de la position égyptienne. Toute tentative de déplacement de la population palestinienne, quelle qu'en soit la destination, constitue une ligne rouge pour l'Égypte, car elle équivaudrait à une liquidation de la cause palestinienne. L'Égypte refuse tout déplacement des Palestiniens vers le Sinaï, considérant qu'il s'agirait d'une tentative de liquidation de leur cause, d'une violation flagrante du droit international et d'un non-respect de la souveraineté des États. En plus, cette solution ne répond en rien au problème fondamental qui est le droit du peuple palestinien à un État indépendant, conformément aux résolutions internationales. C'est pourquoi cette proposition a été unanimement rejetée en Égypte, tant par le gouvernement que par le Parlement, les institutions politiques et l'ensemble du peuple, qui refusent catégoriquement toute remise en cause de l'intégrité du Sinaï, reconquis au prix du sang et des sacrifices. Nous retrouvons notre invité, Dr Raouf Ghafar, analyste politique. Dr Raouf Ghafar, les ministres des Affaires étrangères égyptiens et turcs se sont rencontrés et ont tenu une conférence de presse conjointe au terme de leur entretien à Ankara et ont porté essentiellement sur les développements de la cause palestinienne. À votre avis, quelles sont les recommandations les plus importantes ayant été tirées ou que l'on peut en déduire au terme de cette conférence de presse? Premièrement, le fait que des plus grands pays de la région se mettent d'accord sur une certaine cause, c'est déjà un avancement. Donc la Turquie, certainement, c'est une force régionale importante, l'Égypte en même temps. Donc quand les deux se mettent d'accord sur les pas qui doivent être, disons, suivis dans le futur proche, c'est déjà quelque chose. Comme vous l'avez dit, premièrement, c'est l'aide aux citoyens de la bande palestinienne en général, d'un côté, leur présenter ce qu'ils déservent comme vie, reconstruction, etc., etc., et puis pousser dans la direction de souveraineté, justement, de l'État palestinien, surtout que maintenant, un grand pourcentage, la plupart du monde reconnaît l'État palestinien et il n'y a que quelques pays peut-être qui ne le connaissent pas. Donc il faut que cette volonté s'impose sur la région et que commence à traiter la Palestine comme un pays souverain qui doit jouir de tous les droits qu'un pays jouit. Donc c'était une situation, je veux dire, un entretien entre les deux ministres importants. Ils ont des points de vue identiques sur ce que ce que nous venons de dire, et ça doit représenter, disons, une certaine pression. Espérons que nous voyons des résultats prochainement, mais je tiens à dire que on parle de sacrifice, on parle d'efforts qui a été déployé. Je veux dire que c'est l'Égypte, peut-être le seul pays qui a déployé des efforts continus pour le peuple palestinien. Et on doit mentionner ceci. Les autres pays, voilà, ça va et vient. Peut-être il y a des aides logistiques, dans certains cas, financiers dans des autres, mais franchement, l'effort important a été toujours égyptien.
À quoi revient, d'après vous, ce rapprochement égypto-turc concernant ce dossier? Bon, ce qui arrive de la part d'Israël, vraiment, n'est pas accepté. Et je pense que les deux pays se sont trouvés dans la même direction de ne pas accepter ce qui arrive. C'est pour ça qu'ils ont les deux des intérêts que, premièrement, il y a paix et sécurité dans la région, parce que ça se reflète sur le développement, ça se reflète sur beaucoup de choses. Donc ça, c'est la première chose. Et en second lieu, les efforts de reconstruction, etc., ça va être bien et ça va bénéficier les deux pays. Ils ont un intérêt commun d'avoir un État palestinien reconnu et qui a tous ses droits dans la région. Donc, il faut dire que les deux ministres des Affaires étrangères, égyptiens et turcs, Badr Abdelghati et Hakan Fidan, ont tenu une conférence de presse au terme de leur entretien à Ankara. Voyons les détails dans ce compte rendu. Une conférence de presse entre les ministres des Affaires étrangères égyptiens et turcs, Badr Abdelghati et Hakan Fidan, tenue à Ankara, a porté sur les développements de la cause palestinienne, notamment l'application de la deuxième phase de l'accord de paix de Sharm el-Sheikh. Abdelghati et Fidan ont prôné l'application totale de l'intégrité de l'accord de paix de Sharm el-Sheikh et la nécessité de passer à la deuxième phase de cet accord et d'éviter toute nouvelle escalade. La vision égypto-turque insiste sur la nécessité de réaliser la solution à deux États et de donner corps à un État palestinien sur les lignes de juin 1967. Les deux parties ont abordé les discussions en cours concernant la formulation d'une décision américaine autour des entités à créer pour la création d'une force de stabilisation internationale. Lors d'une conférence de presse, le président américain a en effet confirmé qu'une force internationale serait déployée très bientôt à Gaza, au lendemain de l'annonce par les États-Unis d'un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU destiné à soutenir le plan de paix américain. Abdelghati a fait état des efforts relatifs à la publication d'une résolution du Conseil de sécurité sur cette question. Cette force internationale doit avoir pour mission d'obliger les deux parties à respecter le cessez-le-feu, a souligné Abdelghati, ajoutant vouloir poursuivre la coopération avec les partenaires pour pérenniser le cessez-le-feu. L'important, c'est d'instaurer la paix et non de l'imposer, a fait remarquer Abdelghati, qui a confié que la priorité majeure est de travailler à pérenniser le cessez-le-feu et à assurer des mécanismes pour l'appliquer. Les deux chefs d'État ont convenu que la reconnaissance d'un État palestinien était le seul moyen de stabiliser la région. Nous appelons Israël à ouvrir les terminaux pour introduire l'aide humanitaire dans l'enclave, a affirmé Fidan. Les développements au Soudan et en Libye, ainsi que le dossier de l'Ukraine, ont également été évoqués lors de la conférence de presse. Docteur Raouf Ghafar, analyste politique. Et docteur Raouf Ghafar, en fait, l'Égypte doit accueillir prochainement une conférence sur la reconstruction de Gaza. On parle déjà de la reconstruction de Gaza alors que le cessez-le-feu n'est pas appliqué comme convenu. Et il y a toujours des victimes et il y a eu pas mal de victimes aussi en Cisjordanie. À votre avis, comment peut-on parler de reconstruction alors que la paix n'est pas entièrement instaurée? À mon opinion, ça doit aller en parallèle. C'est-à-dire, si jamais on ne commence pas la reconstruction, ça va continuer. Mais si jamais on commence sérieusement, je pense que petit à petit, le cessez-le-feu va s'appliquer et la situation permettra
à la reconstruction de Gaza. Ça, c'est mon opinion. Mais quand on parlait de forces internationales pour garder la paix au bord de Gaza et forcer les deux, Israël et les Palestiniens, de respecter le cessez-le-feu, je pense qu'à mon opinion, ça ne marchera pas. C'est-à-dire, Israël n'a jamais respecté, donc on ne doit pas s'attendre à ce que ça commence aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut risquer la construction ou la reconstruction alors qu'il y a des démolitions qui peuvent survenir? Oui, mais ça va être sur un certain plan qui doit être agréé des deux côtés. On commence la construction, je pense, à haute voix, c'est-à-dire dans un endroit où il n'y a pas de problème, et puis ça se propage un tout petit peu, et puis peut-être les forces qui se combattent, ou bien ils vont un peu se retraiter, c'est-à-dire ça sera un accord qui va dessiner une carte de route pour la construction vis-à-vis ce qui arrive. C'est normal, mais même si on ne respecte pas le cessez-le-feu, mais je pense que d'un jour à l'autre, les assauts diminuent et les confrontations diminuent, et ça va un de ces jours, à mon opinion, cesser. Mais la construction doit commencer, et espérons qu'il y aura une volonté de la part d'Israël de laisser aller et de donner la possibilité de la reconstruction de Gaza, et espérons que ça tient, parce que on a beau reconstruire et puis démolir et puis reconstruire et démolir, donc cette fois-ci je pense que ça doit être sous le patronage, comme vous l'avez dit, des États-Unis, avec certaines garanties que ça ne se répète pas d'une façon ou d'une autre. Ce cessez-le-feu a été en fait l'incarnation du plan Trump pour la paix, sous le parrainage et la garantie d'autres acteurs en place, dont l'Égypte. Comment se fait-il que les États-Unis, qui est un partenaire très rapproché d'Israël, est incapable d'imposer le cessez-le-feu? C'est-à-dire, à mon opinion, encore une fois, c'est Israël qui domine les États-Unis et non pas vice-versa. Donc, comment se fait-il, si vous me le permettez, que c'est Israël qui domine? Parce que justement, en fait, Israël, à elle seule, au milieu du Proche-Orient, est-ce qu'elle peut mener ces tergiversations et enfreindre à la loi sans le soutien et l'appui du géant mondial des États-Unis? Non, ils ont certainement l'appui à 100%. Voilà. Mais l'essentiel, c'est que ce sont eux, je ne veux pas dire les Israéliens, mais je veux dire la communauté juive à l'intérieur des États-Unis. Ils dominent de l'intérieur. C'est le lobby, absolument. Ce sont eux qui posent leurs conditions, ce sont eux qui dessinent la politique américaine vis-à-vis de cette région. C'est pour ça que, d'autre côté, certainement, M. Trump souhaitait que ces efforts aboutisseront au prix Nobel. Ça n'a pas marché et il a reculé de pas, peut-être l'année prochaine, quand il y aura la nomination des nouveaux noms, il va faire un autre effort. Mais en principe, oui, les États-Unis sont complètement, le soutien est complet pour Israël, mais ce sont le lobby israélien dans les États-Unis qui mène cette direction. Alors, comme je viens de dire, oui, il y aura, surtout que maintenant l'administration américaine a bien compris que la solution doit venir d'une manière ou d'une autre et que ça ne peut pas continuer. Surtout que maintenant,
le consensus mondial est complètement contre ce qui arrive. Et comme je viens de dire, l'État palestinien a été reconnu par beaucoup de pays importants, presque tous les pays du monde l'ont reconnu. Donc ça pose un certain poids. Et ça doit dire quelque chose à l'Amérique, que cette situation doit prendre fin d'une manière ou d'une autre. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdel-Ati, avait indiqué que l'Égypte accueillera certainement la conférence pour la reconstruction de Gaza au Caire, une conférence internationale consacrée à la reconstruction de la bande de Gaza. Le chef de la diplomatie avait précisé que cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan de paix mis en avant par Donald Trump. Voyons les détails dans ce compte rendu. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdel-Ati, a confirmé que l'Égypte accueillera en novembre au Caire une conférence internationale consacrée à la reconstruction de la bande de Gaza. Le chef de la diplomatie a précisé que cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan du président américain Donald Trump qui prévoit un processus de reconstruction en plusieurs étapes, cessez-le-feu, aide humanitaire, prévention de tout déplacement forcé ou annexion, puis lancement de la phase de reconstruction. Selon Abdel-Ati, la conférence réunira une large participation internationale, notamment des États-Unis, de l'ONU, de la Banque mondiale, de l'Union européenne, de l'Allemagne, de la France, des pays du Golfe, du Japon et d'autres partenaires mondiaux. Le ministre des Affaires étrangères et son homologue turc Hakan Fidan se sont entretenus à propos des préparatifs de la conférence internationale sur le relèvement précoce, la reconstruction et le développement de la bande de Gaza lors d'un entretien téléphonique. Le chef de la diplomatie égyptienne a exprimé l'espoir de voir une participation active de la Turquie à cette conférence, ainsi que son soutien aux efforts internationaux visant à reconstruire la bande de Gaza et à consolider la stabilité dans la région. Abdel-Ati a aussi souligné l'importance de la complète mise en œuvre des dispositions de l'accord de paix de Sharm el-Sheikh, garantissant un cessez-le-feu permanent et facilitant l'acheminement de l'aide humanitaire, de secours et médicale vers la bande de Gaza. Abdel-Ati a appelé de même à une participation allemande efficace à la conférence de novembre qui rassemblera des partenaires régionaux et internationaux autour d'un objectif commun, soulager la population palestinienne et relancer la reconstruction de Gaza. Le ministre égyptien a exprimé le souhait de voir l'Allemagne prendre activement part à la conférence internationale. Abdel-Ati a ainsi expliqué au cours d'un entretien téléphonique avec la ministre allemande de la coopération économique et du développement, Rim Al-Bali Radovan, qu'il souhaitait voir l'Allemagne co-parrainer l'événement aux côtés de partenaires régionaux et internationaux afin de mettre un terme à la situation humanitaire catastrophique dans le secteur. Le chancelier allemand Friedrich Merz avait annoncé que l'Allemagne souhaitait co-organiser avec l'Égypte une conférence internationale consacrée à la reconstruction de la bande de Gaza. Selon lui, cette initiative doit avant tout répondre aux besoins les plus urgents comme la reconstruction de l'approvisionnement en eau, en énergie ainsi qu'en soins médicaux, avait précisé le dirigeant allemand dans un communiqué. Le ministre égyptien a souligné que cette conférence constituerait une étape clé pour coordonner les efforts internationaux en faveur du peuple palestinien dans le cadre du plan arabo-islamique et de l'initiative de paix du président américain Donald Trump pour le Moyen-Orient. Nous retrouvons notre invité, Dr Raouf Ghafar, analyste politique. Dr Raouf Ghafar, quels seront nos partenaires dans la reconstruction de Gaza, dans cette initiative? Voilà, avec les Turcs, voilà, c'est un partenaire qui est prêt. Et je pense que les États-Unis vont jouer un rôle important.
La communauté européenne, je pense, encore une fois, elle aura un rôle à jouer. Mais je pense que ça, ce seront les joueurs importants. Peut-être l'Arabie Saoudite sur le plan financement, etc. Mais l'effort important sera de la part de l'Égypte d'un côté et la Turquie de l'autre, avec certainement la poussée des États-Unis et de l'Europe. Ça doit être orchestré, les efforts auront à être orchestrés. Absolument. Vous avez dit d'ailleurs, ça commence par pas de déplacement, aide humanitaire, etc., etc. Et puis, on se débarrasse de toutes les ruines qui existent et puis on commence la reconstruction. C'est un processus qui va prendre du temps, mais on doit avoir la volonté de commencer le plus tôt possible et de suivre cette carte de route de façon à ce que d'ici quelques années, la bande de Gaza se retrouve d'une manière ou d'une autre comme elle était et meilleure. Et dans ce cas, suite à la reconstruction, à votre avis, est-ce que la bande de Gaza aura vraiment une autonomie ou est-ce qu'elle sera toujours en proie à des attaques, à des menaces, même après cette construction qui va coûter des milliards peut-être? Oui, c'est une possibilité, absolument, et c'est une affaire d'intérêt. À mon opinion, les richesses qui existent dans la mer devant la bande de Gaza, c'est où les yeux de tout le monde vont. Mais nous espérons que cette fois-ci, ça ne va pas aller de pire en pire. À mon opinion, ça va se redresser et il n'y aura pas de guerre vraiment destruction comme on voit maintenant. Je pense que ça ne va jamais se répéter. Il y aura toujours des va-et-vient, mais d'une manière... et puis, espérons qu'une fois que ça se reconstruit, et Hamas peut-être ou bien il revient à ses sens ou bien disparaît, la situation certainement va changer. Et dans le contexte d'un État palestinien qui respecte ses voisins et vice-versa, je pense que nous allons voir une région assez sécurisée et stable. Espérons bien dans le futur proche, Inch'Allah. Docteur Raouf Ghafar, à votre avis, est-ce que les instances internationales vont réagir? Les instances internationales comme le Conseil de sécurité, et est-ce que vraiment la Cour pénale ayant promulgué le verdict à l'encontre de Netanyahou, est-ce que ce verdict sera appliqué? D'ailleurs, nous avons vu le nouveau maire de Gaza, de New York, a dit si jamais M. Netanyahou vient, je veux le... Donc, certainement. Et bien que les Nations Unies n'ont pas maintenant vraiment des canines, si on peut dire, mais leurs décisions doivent être d'une façon ou d'une autre respectées. On parle d'autres instances qui doivent, la Cour pénale internationale doit, si jamais il y a une décision qui est prise, doit être respectée d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas comment, peut-être il y a cassation dans cette... Je ne suis pas vraiment au courant des différentes étapes juridiques, mais je pense que oui, ces instances doivent être respectées, leurs décisions doivent être mises en rigueur. Sinon, on va perdre la crédibilité de ces instances et leur présence sera nulle. Est-ce que la Russie voudrait intervenir pour avoir son impact? Absolument, absolument, absolument. Mais d'ailleurs, la Russie a ses problèmes maintenant. Et moi, je m'attends à ce que même la guerre entre la Russie et l'Ukraine va, un de ces jours, prochainement, espérons bien, va s'arrêter. Et la Russie, c'est une super force. Donc,
ça doit jouer un rôle sur le plan mondial. Peut-être la Chine dans quelques années. Maintenant, ils sont concentrés à leur développement économique, technologique, etc. Mais d'ici quelques années, ils vont être un des joueurs importants sur le plan mondial. Mais absolument, la Russie doit être là dans toutes les solutions qui ont à faire avec le monde. Absolument. Docteur Raouf Ghafar, vous êtes analyste politique. Merci pour votre présence. Merci à vous. Eh bien, on s'attend à voir les recommandations de la conférence qui doit se tenir au Caire sur la reconstruction de Gaza avec les partenaires. Les efforts de l'Égypte sont déployés avec zèle en vue de reconstruire Gaza, en vue de leur favoriser une vie digne, une vie décente et surtout une vie sûre et pour assurer leur sécurité et leur bien-être. Merci d'avoir suivi notre édition quotidienne de Direct. Très bonne fin de soirée à tous. Au revoir et à la prochaine.